Téléspectateurs de Savane TV, bienvenue à ce plateau télé Festival Ciné Droit Libre 2019. Dans ce numéro, nous allons parler du programme Résilience de l'Union européenne ou Fonds fiduciaire d'urgence. Nous avons des invités. À ma droite, vous avez Michel Savel, responsable de la cellule de coordination du programme Résilience de l'Union européenne. Et à ma droite, vous avez Nikema Ariette, elle est coordonnatrice du consortium LVIA Rési Solor. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons demander à Savel de nous présenter ce que c'est que le programme Résilience de l'Union européenne ou encore le Fonds fiduciaire d'urgence. C'est quoi ça? Donc c'est un programme mis en œuvre par une trentaine d'ONG, divisé en 5 consortiums et qui interviennent, qui font des programmes multisectoriels donc sur la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau et l'assainissement, la gouvernance locale, dans les 52 communes de 4 régions, Boucle du Moon, Nord, Sahel et Est. Et donc on cible les plus vulnérables, donc une identification des plus vulnérables et après une multitude de services auprès de ces populations. Oui, avant de lancer le projet, évidemment vous avez mené des études sur le terrain. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est ressorti comme point de vos rapports? Alors il y a une évaluation qui est faite sur la vulnérabilité des différentes personnes. Donc on identifie grâce à ces enquêtes quelles sont les personnes qui ont le plus besoin d'appui. Après, sur les thématiques choisies, qui sont effectivement donc un programme multisectoriel, donc différentes actions, elles s'appuient sur les programmes nationaux développés par le gouvernement. Donc il y a une stratégie ANGE, donc nutrition, donc on se cale sur la méthodologie du gouvernement, idem pour la sécurité alimentaire, idem pour la santé, etc. Donc ça vient en lien avec tous ces programmes. Donc tous ces programmes ont déjà une évaluation des besoins thématiques, on va dire. Oui. Donc voilà, ça vient en complément de ces politiques nationales et on appuie différents secteurs pour les mêmes personnes. Et ces mêmes personnes très vulnérables. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous intervenez dans 3 régions du pays. Vous avez parlé du 4, le Sahel, le Nord, la Boucle du Monde, et puis le 4e, c'était... Sahel, Boucle du Moon, Nord, Sahel et Est. Et Est. Alors, madame, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ces zones-là que ce programme est mis en œuvre? Oui, c'est vrai. Ces zones font partie vraiment de la bande, avec la bande frontalière avec tous les autres pays où il y avait déjà les problèmes de conflit au niveau du Mali. Et là, ça a aussi commencé à vulnérabiliser toute cette zone où il y a beaucoup de jeunes, il y a une force quand même qui est là et où la zone est déjà très vulnérable. Donc, il a fallu faire vraiment, comme Michel vient de le dire, faire une évaluation pour ressortir vraiment tous les problématiques qui étaient là et voir maintenant, en s'alliant avec les politiques au niveau national, voir ce qu'on pouvait faire comme action au niveau terrain pour permettre vraiment d'appuyer ces populations et de permettre qu'ils aient une vie assez acceptable. Acceptable, ok. Alors, on y reviendra pour ce qui est donc de l'impact de ce programme de résilience. Et alors, on va parler maintenant de votre contribution, votre présence même au niveau de cette 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Est-ce qu'on peut connaître l'implication de ce programme-là dans ce festival, le festival Ciné Droit Libre qui est à sa 15e édition, madame? Oui, c'est vrai. Je pense que ce programme cadre vraiment avec cette édition parce que justement les actions qui sont menées, ce sont des actions qui vont vraiment en direction pour appuyer tous les droits humains, que ce soit le droit à la santé, que ce soit le droit à la sécurité alimentaire, que ce soit toutes sortes de droits qui permettent vraiment à l'individu dans une société de pouvoir fonctionner et de pouvoir se reconnaître aussi comme un individu à part entière. Et donc, vu les vulnérabilités et que parfois, à cause de ces problèmes-là, il y a
certains droits qui ne sont pas vraiment, par exemple le droit à l'alimentation, on a des problèmes de sécurité alimentaire, donc le programme vraiment cadre bien avec le programme actuel qui est le droit, et donc nous luttons aussi vraiment pour les droits de l'être humain, le droit à la vie, le droit à une vie saine. Donc, on comprend avec vous qu'il fallait y être. D'accord. Alors, Sabel, on va vous demander aussi de nous parler justement de votre implication au niveau de ce festival. On sait qu'il y a un film que vous avez programmé donc à ce festival. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce film-là? Oui. Ce qu'on a voulu faire, c'était filmer la vie des gens pendant toute la durée du programme. Donc on a sélectionné différentes zones et les équipes de tournage ont été voir pour identifier des familles et les ont suivies pendant toute la durée du programme pour voir un petit peu l'évolution de leur situation au fur et à mesure des appuis et voir un peu l'impact du programme. Voilà, donc l'idée c'était de filmer des tranches de vie, des histoires de ces bénéficiaires. Et le film a été déjà diffusé. Et le film a été diffusé pour la première fois. Est-ce que vous avez eu des échos sur le film après sa diffusion? Alors, le retour du public, pas vraiment. Ceux qui étaient, que ce soit le réalisateur ou que ce soit les personnes qui finalement participent au programme, ont trouvé que c'était représentatif des changements ou de l'évolution qu'il y a pu y avoir au sein des populations accueillies. Oui. Madame Nikima, quand on regarde un peu ce film, on sait bien évidemment, comme il a expliqué, que ce film retrace la vie donc, de ces populations. Mais est-ce que vous avez aussi songé à diffuser le film dans d'autres zones, autres que les zones d'intervention? Oui, c'est vrai. Je pense que déjà sur le terrain, nous travaillons beaucoup, même dans nos zones d'intervention, nous travaillons beaucoup avec d'autres partenaires qui, eux aussi, travaillent aussi dans d'autres zones. Et ce qui crée vraiment une collaboration. Par exemple, dans un endroit où on a 3, 6, 8 ONG, quand on vient pour une action, il y a une collaboration qui est établie pour voir, bien sûr, s'il n'y a pas de doublures au niveau des activités. Et donc, ce qui fait que nous avons une collaboration, et ces ONG, généralement, ils travaillent aussi dans d'autres zones. Et ce que nous essayons de faire, c'est de travailler directement avec les services techniques, et nous pensons que nous sommes actuellement en train de finaliser le programme. Nous allons essayer de faire des ateliers de capitalisation, que nous allons vraiment, lors de ces ateliers aussi, nous comptons beaucoup diffuser ces activités, et nous comptons aussi au niveau européen faire passer vraiment ces films pour montrer que les fonds qui ont été financés, ils ont eu des impacts et des résultats vraiment sur le terrain. Et donc c'est ça l'idée, que ces films quand même, c'est aussi pour le public burkinabé, mais on pense vraiment en termes de perspective, que nous allons vraiment les mettre aussi au niveau international. Oui, j'aurais pu demander ça peut-être en début d'émission. On sait qu'il y a beaucoup de programmes qui sont destinés donc à ces populations. Mais quelle est la particularité de ce programme Résilience de l'Union européenne pour ne pas faire un projet de trop? Oui. Vous savez, on dira il y a 50 ans déjà qu'on fait beaucoup de projets, mais la particularité de ce projet, c'est que c'est un programme multisectoriel. Alors, en termes clairs, ça veut dire que nous avons des bénéficiaires. Nous prenons un ménage avec une famille. Nous n'appuyons pas seulement la famille sur une activité simple comme la nutrition, mais nous appuyons la famille dans beaucoup de thématiques. Une famille, par exemple, qui reçoit des soins pour la nutrition, qui reçoit du cheptel pour pouvoir rehausser les moyens d'existence, qui a un accompagnement au niveau terrain pour la sécurité alimentaire, pour cultiver, qui a un accompagnement au niveau même de la gouvernance avec le lien avec les mairies. Donc c'est pour dire que ce programme, c'est vraiment multisectoriel, et on a vraiment une famille bénéficie de beaucoup d'activités en même temps. Ce qui rend vraiment une résilience, et c'est là d'où d'ailleurs le mot résilience qui cadre bien avec ce programme. Il y a une résilience vraiment au niveau des populations, et c'est ça qui fait la particularité. Et aussi ce programme a un outil, c'est un outil qui est assez flexible, qui nous permet vraiment de joindre le développement et l'urgence. Et je vous donne un exemple. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de déplacés, et ces déplacés, nous essayons
justement avec cet outil de l'Union européenne de pouvoir recadrer les activités pour les suivre. Nous ne le suivons pas tout droit, mais dès qu'il y a une situation qui change sur le terrain, nous essayons vraiment de réadapter les activités pour vraiment pouvoir assister ces populations-là. Et actuellement, comme je vous le dis, dans le Nord, nous sommes en train de voir comment nous allons continuer à assister les populations aussi déplacées, même s'ils étaient dans des zones assez difficiles. Mais avec la situation actuelle, nous réadaptons les activités pour les... Donc ça fait vraiment une grande particularité et ça permet vraiment à ces familles qui se sont déplacées de continuer à avoir toujours de l'assistance pour avoir une certaine résilience et pouvoir avoir une vie saine. Merci madame. On a parlé tantôt de votre participation à cette 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Avant de parler de la thématique pourquoi la démocratie, je voulais savoir, est-ce que vous avez donné la parole dans votre film aux bénéficiaires? Ah oui, c'est un film, c'est les bénéficiaires qui parlent. Pour le coup, c'est pas un film institutionnel, c'est pas raconté, c'est pas le programme raconté par ceux qui le mettent en œuvre, etc. Non, c'est des tranches de vie. Donc c'est vraiment certaines familles qui ont été choisies et au début, et on les a suivis au fur et à mesure. Et donc il a expliqué un petit peu les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer au début et au fur et à mesure un peu l'évolution, ce qu'il a appris, ce que ça a pu changer pour lui, etc., jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est vraiment les bénéficiaires qui parlent, c'est les bénéficiaires qui vivent, c'est eux qu'on voit. C'est pas, c'est pas un film, c'est pas un film institutionnel. Voilà, c'est ce qu'on a voulu. Ce n'est pas un film institutionnel. Alors, nous allons maintenant parler de la thématique centrale de ce festival. Pourquoi la démocratie? On l'a dit tantôt, vous êtes partie intégrante en tant que, on ne va pas dire sponsor, mais vous participez donc avec un film. Comment vous appréciez cette thématique de cette 15e édition du festival Ciné Droit Libre? Alors, on est très content d'y être déjà, et je pense qu'on colle bien avec la thématique. Je pense que le programme, c'est justement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur les droits des populations, que ce soit la santé, etc. Dans toutes les thématiques finalement, toutes ces populations et tout particulièrement ces populations très vulnérables, puisque c'est elles qu'on a ciblées sur ce programme, elles ont droit comme les autres à avoir accès à tous ces services. Mais outre ça, il y a un volet assez fort sur la gouvernance locale, sur le lien entre les politiques locales et les populations. Et pour que ça marche, pour qu'on arrive à ce qu'il y ait une pérennisation, pour qu'on arrive à ce que les plus faibles, finalement, ceux qui ont le moins accès, puissent continuer à avoir ce service, il faut qu'il y ait du lien et qu'il y ait un lien d'échange. Il faut que au niveau des politiques locales, ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils font pour les populations et que les populations puissent aussi exprimer sur ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils souhaiteraient avoir, etc. Cet échange, finalement, on le facilite aussi. Et donc, tout ça participe finalement à l'amélioration, à la vie de la démocratie, finalement, à la vie de la cité, hein, c'est ça. Avec ce programme, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a voulu montrer. Oui, la petite chose que je voulais savoir, est-ce que dans ce programme-là, vous apprenez à ces populations-là la gestion de la cité, l'organisation sociale? Alors oui, il y a des donc dans ce programme, il y a un appui au comité de suivi citoyen. Donc c'est appelé comme ça, mais après ça peut s'appeler autrement sur d'autres structures, hein, puisqu'on est 30 organisations, donc chacun a ses sigles. Mais voilà, donc dans ces cadres de comité de suivi citoyen, finalement, les uns et les autres se posent des questions un peu sur les politiques locales qui sont mises en place, voient un petit peu les questions qu'ils souhaitent poser au maire, et on organise un échange, on facilite les échanges entre finalement les populations et le maire ou ses conseillers qui mettent en place ces politiques nationales. Oui. Donc oui, c'est grandement appuyé et facilité. Oui, et juste pour ajouter à ce que Michel vient de dire, c'est
population, vraiment, nous mettons la mise en œuvre des activités sur le terrain, c'est fait vraiment en collaboration avec toutes les directions régionales, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit la nutrition, ce qui crée vraiment un lien, et que ce soit aussi l'assistance alimentaire. Il y a un lien vraiment qui est fait avec toutes ces directions. Les mairies sont vraiment impliquées dans les programmes. Donc, ce qui fait qu'il y a même une approche plus participative de la population, même vis-à-vis de ces mairies-là, de ces communautés, où dans toutes les activités, il y a une implication des deux parties. D'accord. Je voudrais qu'on parle maintenant de votre domaine d'intervention et votre zone aussi d'intervention donc au Burkina. C'est vrai qu'on en a parlé déjà brièvement, mais je voulais qu'on insiste. On a parlé de 4 régions, on a parlé donc de la boucle du Moun, on a parlé du Nord, on a parlé donc du Sahel, on a parlé de l'Est. Alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage véritablement sur ces différentes zones? Oui, c'est vrai. Vous savez, depuis des années, ce sont des zones où les taux de malnutrition sont généralement très élevés. Il y a une insécurité alimentaire persistante généralement dans ces zones. Et il y a toute une histoire, et comme je vous le disais, ce programme s'aligne vraiment avec les politiques nationales. Et c'est sur la base des documents politiques au niveau national que nous essayons de voir les zones à fort taux de vulnérabilité. Et donc nous essayons de travailler dans ces zones-là pour pallier à ce qu'il n'y ait pas l'effet tache d'huile, parce que dès que dans ces zones-là, ça va vraiment très très mal, il y a quand même, et on peut le voir maintenant actuellement avec le mouvement des populations, où il y a vraiment une vulnérabilité très grande, et dès qu'il y a une vulnérabilité, il y a vraiment beaucoup de problèmes dans ces zones-là. Et donc c'est pour, par exemple, ne pas repartir dans une zone vers l'ouest. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème vers l'ouest, mais il y a quand même des zones plus vulnérables où surtout les taux de malnutrition des petits-enfants, il y a toujours l'insécurité alimentaire qui font qu'il y a nécessité et aussi, je parlerai aussi des questions d'eau potable, d'assainissement, donc il y a tout un ensemble de problématiques qui font que pour ce genre d'intervention, il était nécessaire vraiment d'abord de cibler ces zones-là. Cibler ces zones-là. Alors, M. Sabel, vous avez ciblé 4 zones de notre pays, mais est-ce qu'on peut savoir réellement ce qui est de votre approche multisectorielle? Parce que c'est une approche aussi que vous utilisez dans le cadre donc, de ce programme. Est-ce qu'on peut nous en parler? Ah oui. L'idée, c'était faire des programmes dans les mêmes zones sur différentes thématiques. Ça existe partout. Toutes les politiques publiques sont multisectorielles. La spécificité de ce programme en particulier, c'était de se dire, on cible très précisément les personnes vulnérables. Donc, on va dans les villages, et dans les villages, on développe une méthodologie qui permet de catégoriser les populations et d'identifier les très pauvres. Oui, quand on parle, je ne vous coupe pas, mais quand on parle de personnes vulnérables, quelle est la définition? Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Alors, les critères sont aussi élaborés par le village lui-même. C'est-à-dire que ça va être la personne, il va y avoir plusieurs critères. La personne qui ne va pas avoir de champs, qui ne va pas avoir d'animaux, qui ne va pas avoir de moyens de transport, qui va être seule et qui ne va pas avoir de contact avec une famille proche, etc., etc. Donc il y a plein de critères. Tous ces critères-là, on les met bout à bout et finalement, on a une évaluation finalement de la difficulté avec laquelle cette personne ou ce ménage vit. Et ça, une fois ça s'est identifié, cette liste, elle est partagée avec une assemblée villageoise pour valider finalement que ces personnes-là sont bien les personnes les plus vulnérables de la communauté. Et une fois que ces personnes-là sont identifiées, à ce moment-là, on les appuie avec une diversité d'activités. Comme on le disait, n'importe qui a une multitude de services. Donc il va peut-être avoir des difficultés à mettre son enfant à l'école, mais il va peut-être aussi avoir des difficultés de santé, etc., etc. Et donc le fait de faire de la formation, de la sensibilisation, et en même temps des apports, que ce soit en cash, ou que ce soit des animaux, ou que ce soit en
en semences, ou ce soit, etc., fait que finalement, il arrive le ménage arrive à se débrouiller sur les différents aspects de sa vie. Alors, il y a un spécialiste qui disait que l'un des problèmes de notre continent, c'est l'assistanat. Est-ce que dans ce programme, la finalité, c'est l'assistanat, ou bien vous apprenez à ces populations-là de pouvoir se prendre en charge, parce que le projet va finir dans peu de mois quand même? Alors, il y a de multiples... il y a les deux. Et il faut les deux. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on parle bien des personnes les plus vulnérables du Burkina Faso. Ces personnes-là, si elles sont plus vulnérables, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'elles n'ont pas forcément de réseaux familiaux qui peut les aider. Qu'ils n'ont pas. Donc, il faut, à minima, leur amener quelque chose de plus. Oui, on ne peut pas juste leur dire « débrouillez-vous plus facilement ». Par contre, effectivement, ils préfèrent faire de l'élevage que de faire de l'agriculture. On va aller dans cette direction, parce que de toute façon, il est motivé pour faire de l'élevage ou de l'agriculture. Il va lui-même mettre la main à la pâte. C'est pas nous qui allons faire les trous pour lui. Et derrière, pareil pour les animaux, il va avoir un certain nombre de bébés. Il va, par exemple, les passer au suivant. Donc chacun va finalement se prendre en charge et s'impliquer finalement là-dedans. Et c'est là-dessus qu'on compte aussi pour qu'il y ait une pérennisation. Donc les choix finalement d'appui sont faits aussi en identifiant la motivation des uns et des autres pour se dire, nous on met un petit peu, mais si vous voulez que ça marche, il va falloir que vous fassiez le poulailler pour vos poules. Il va falloir que vous prépariez le champ pour planter les graines. Il va falloir que vous creusiez le bouli pour qu'il puisse y avoir de l'eau. Donc il faut qu'il y ait une dynamique. Bon, et ça c'est la dynamique, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau villageois. Mais il faut aussi qu'il y ait une dynamique au niveau des services gouvernementaux. C'est pour ça qu'on cale ça sur des politiques publiques. On ne va pas aller créer une dynamique autre que la dynamique nationale finalement. Donc voilà, on s'insère dans tout ce qui peut être une dynamique pour ramener un plus. On ne crée pas ex nihilo une dynamique en disant voilà, ce serait bien, voilà et après débrouillez-vous. Non, l'idée c'est il y a une dynamique et nous, on peut peut-être apporter quelque chose en ayant une plus grande connaissance des besoins de cette famille-là. Le programme va prendre fin dans quelques mois, madame. Est-ce qu'il y aura un suivi après? Oui, vous posez là une très bonne question. Depuis le début du projet, ce que nous avons essayé de faire, comme il l'a bien dit, nous suivons les politiques nationales et de là, il n'y a pas d'activité qui se mène sur le terrain sans l'implication des directions au niveau terrain. Donc, nous avons eu beaucoup de formations au niveau, que ce soit la partie santé, les directions régionales de la santé, il y a le suivi des directions au niveau de l'agriculture. Ce sont ces gens qui vont suivre généralement le projet après. Et donc, un grand composant aussi, ce sont le renforcement des organisations nationales. C'est pour dire que nous avons essayé aussi dans ce projet de miser beaucoup sur les formations afin qu'au niveau national, certaines activités soient pérennes pour qu'ils puissent vraiment suivre ces populations-là après notre départ. Et là, nous y travaillons et je pense qu'il y a beaucoup, déjà pas mal de résultats dans ce sens. Dans ce sens. Est-ce que les populations sont heureuses de votre passage, de votre programme? Oui, c'est vrai. Et comment on peut mesurer ça? On peut le mesurer par exemple, dans le film qu'on vient de montrer. Il y a des gens qui étaient vraiment dans un haut niveau très très bas, mais qui ont eu vraiment des actions au niveau sensible de leur vie où ce qui ne les permettait pas de se mettre debout, ils sont actuellement debout. Il y a ce qu'on n'a pas vraiment mentionné, ce sont aussi les activités génératrices de revenus où il y a eu beaucoup d'actions par rapport à ces gens-là. Ces gens-là sont devenus, ils font partie maintenant des populations de la communauté comme tous les autres. Donc, il y a vraiment de grands impacts. Et il y a beaucoup au niveau de la nutrition qui est très important aussi. Il y a beaucoup de possibilités maintenant pour les mamans de pouvoir nourrir très bien les enfants. Et donc, je pense que c'est vraiment, le programme a déjà un grand impact. On voulait allonger le débat sur le programme Résilience de l'Union européenne. On sait que ce programme-là est financé par l'Union européenne. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi votre programme appelle l'attention de l'Union européenne? Dernière question avant de refermer ce numéro très rapidement.
Je ne sais pas si la question c'est pourquoi l'Union De européenne... nous expliquer pourquoi l'Union européenne soutient ce projet. Oui. Je vous reposerai la question dans l'autre sens. Pourquoi le gouvernement fait des politiques en faveur des plus vulnérables? Pour aider ces populations-là, pour cibler ces thématiques-là, parce qu'on sait que c'est grâce à ces thématiques-là qu'on va réussir à aider ces populations, besoins en santé, besoins en nutrition, besoins en sécurité élémentaire. 90%, voire peut-être plus, des Burkinabés ont des difficultés dans ces domaines-là. Donc, politique publique du gouvernement, donc appui de l'Union européenne à ces politiques-là pour ces problématiques-là. Voici qui est bien clair. Alors, chers téléspectateurs de Savane TV, nous sommes au terme de ce numéro. Dans ce plateau télé Festival Ciné-Droit Libre 2019, nous avions comme invité Monsieur Michel Savel, responsable de la cellule de coordination du programme Résilience de l'Union européenne, et Madame Nikema Henriette, coordonnatrice du consortium LVIA Rési Solo. Merci à vous deux d'être venus à ce plateau. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Bonsoir.